Lorsque l'on se penche sur la vie du romancier Henri Bell, le vrai nom de Stendhal, on y découvre autant d'intensité et d'aventure que dans celle de ses personnages, comme par exemple Fabrice Del Dongo, le héros de son dernier grand roman, La Chartreuse de Parme. Comme Fabrice, Stendhal doit s'émanciper très tôt d'un père tyrannique. Né à Grenoble en 1783, il n'a que 6 ans lorsqu'éclate la Révolution française. Mais il est passionné par les idées nouvelles et républicaines dans lesquelles il se plonge à son arrivée à Paris en 1799. Au gré de ses jours professionnels ou personnels, il se crée une patrie de cœur en Italie, la terre natale de son héros. Il y vit passionnément, dans l'écriture, les musées, les opéras et dans le cœur des femmes. Tous deux ont un faible pour les actrices et les chanteuses d'opéra. L'homme de plume et l'homme de papier partagent un autre point commun. Tous deux ont servi dans l'armée de Napoléon Ier. Mais si le jeune Fabrice n'est qu'un soldat fantoche, arrivé trop tard, complètement perdu sur le champ de bataille de Waterloo, Stendhal a été un témoin privilégié des campagnes napoléoniennes pendant plus de 10 ans, employé par le ministère de la Guerre. Tandis que certains écrivains ont violemment décrié l'empereur, on pense par exemple à Chateaubriand ou à Madame de Staël. Stendhal fait partie de ces grands défenseurs et admirateurs. Il écrit que Napoléon est l'homme le plus étonnant qui ait paru depuis Alexandre. Il lui reconnaît des torts, mais il lui reste toujours fidèle. On peut distinguer 3 types d'écrits dans le corpus stendhalien, faisant particulièrement référence à l'empereur. Les écrits militaires, les ouvrages biographiques et les œuvres romanesques. Chaque type correspond à un état d'esprit. De la deuxième campagne d'Italie en 1800 à la campagne de France en 1814, Stendhal a participé à presque toutes les campagnes militaires de Napoléon. Il rejoint l'armée d'Italie en 1800 et occupe un poste de sous-lieutenant au 6e régiment de dragons jusqu'en 1802 où il tombe malade et rentre à Paris. À partir de 1806, il réintègre l'armée et occupe diverses fonctions d'intendance. De cette époque, il nous a légué des carnets de campagne et une riche correspondance. Il y raconte son quotidien, celui de l'armée, ses occupations ou ses soucis d'intendance. Il raconte aussi les combats et leurs conséquences. Stendhal porte un regard lucide sur les ravages de la guerre, tout en faisant preuve d'une certaine retenue liée à son poste, qu'on a parfois pris pour de la froideur ou de l'indifférence. Ponctuellement, il se confie sur les chocs émotionnels qu'il traverse au milieu des paysages ravagés. Il se plaint aussi de ne pas trouver suffisamment de raffinement ou d'épanouissement intellectuel au milieu des soldats. Ainsi déclare-t-il regretter d'avoir fait la campagne de Russie avec des gens qui auraient rapetissé le Colisée et la mer de Naples. Comme dans ses romans, il fait preuve d'une ironie détachée pour être vrai sans tomber dans l'émotion excessive. Il s'agit d'un corpus écrit sur le vif, mais Stendhal a parfaitement conscience qu'il est en train d'écrire l'histoire. Il a pour projet d'utiliser ses écrits pour de futurs mémoires et ouvrages biographiques. En 1818 paraît son premier ouvrage biographique, Vie de Napoléon, suivi en 1836 par ses Mémoires sur Napoléon. Sa vie militaire est alors derrière lui. Il n'est plus soumis à son devoir de réserve et donne son opinion sur les gloires et les erreurs de Napoléon. Comme toujours, il se donne pour boussole la précision et la véracité. Il refuse l'emphase aussi bien que la controverse. Il écrit « L'amour pour Napoléon est la seule passion qui me soit restée, ce qui ne m'empêche point de voir les défauts de son esprit et les misérables faiblesses qu'on peut lui reprocher. » Dans sa vie de Napoléon, Stendhal nous fait revivre l'enthousiasme de sa jeunesse, quand Bonaparte se présentait comme le continuateur de la Révolution française. Il y écrit « En 1797, on pouvait l'aimer, avec passion et sans restriction. Il n'avait point encore volé la liberté à son pays. Rien d'aussi grand n'avait paru depuis des siècles. » Bonaparte est alors l'homme qui incarne la modernité par rapport à l'Ancien Régime. Il est, selon l'expression de Stendhal, celui qui a civilisé le peuple en le faisant propriétaire et en lui donnant la même croix qu'à un maréchal. Mais alors, que lui reproche-t-il ensuite ? En résumé,
il reproche à Bonaparte d'être devenu Napoléon Ier. Bonaparte, c'est le militaire, l'homme des bivouacs, le héros romanesque qui emmène les idées de la Révolution en Italie. Napoléon Ier est l'empereur, le chef de l'État. Il regrette ainsi. Au reste, l'esprit de l'armée a varié. Farouche, républicaine, héroïque à Marengo, elle devint de plus en plus égoïste et monarchique. À mesure que les uniformes se brodèrent et se chargèrent de croix, ils couvrirent des cœurs moins généreux. Néanmoins, Stendhal reste fidèle à Napoléon, car il est surtout amer vis-à-vis de la société qui succède à l'Empire. Pour lui, la restauration des Bourbons est une affreuse régression. On comprend mieux alors le sens qu'il donne à son ouvrage. Mon but est de faire connaître cet homme extraordinaire, que j'aimais de son vivant, que j'estime maintenant de tout le mépris que m'inspire ce qui est venu après lui. Son œuvre romanesque occupe la dernière partie créatrice de sa vie et porte un regard désabusé sur ses espérances de jeune homme. Il a 47 ans quand il publie Le Rouge et le Noir en 1830 et La Chartreuse de Parme paraît 9 ans plus tard. Le Rouge et le Noir nous raconte l'histoire de Julien Sorel, jeune homme issu d'une famille modeste dans la société de la Restauration qui était pris des idées de la Révolution française et des gloires militaires passées. Il grandit avec la lecture du Mémorial de Sainte-Hélène et des bulletins de la Grande Armée. Julien n'est pas à sa place dans sa famille. C'est un romantique, un être brillant qui aspire à une élévation sociale. Mais il ne pourra pas accéder à la gloire militaire dont il rêve. Cette gloire qui revient comme un leitmotiv dans les bulletins de la Grande Armée et qui auréole chaque soldat, quel que soit son grade. Dans la société de la Restauration, c'est dans l'Église que l'on peut se rapprocher du pouvoir. Julien quitte donc le rouge et choisit le noir. Mais il se heurte à une société conservatrice qui n'est pas prête à lui faire de la place. De plus, cette société décrite comme médiocre le pousse à devenir cynique et manipulateur, ouvrant ainsi la voie aux personnages de l'arriviste dans le roman du XIXe siècle, avec des personnages comme Rastignac chez Balzac ou Bel-Ami chez Maupassant. La Chartreuse de Parme commence quand l'épopée napoléonienne touche à sa fin, dans la bataille de Waterloo, le 18 juin 1815. Après l'Empire, Fabrice va devoir apprendre à conquérir son bonheur, malgré les nombreuses déceptions et revers de fortune. Il semble que ce soit là la dernière leçon que nous laisse l'auteur. Après la chute de Napoléon, Stendhal est profondément déçu et désabusé en politique. Il se console en s'exilant dans son pays d'élection, l'Italie. Il faut savoir, comme Fabrice Del Dongo, faire tout son bonheur d'une belle vue derrière les barreaux d'une prison.